Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 mai 2025. C'est une belle journée, mais une belle journée de soleil jusqu'à présent. Mais semble-t-il, dans 2 heures, il va pleuvoir, mais quand même. C'est une pluie du mois de mai, donc c'est pas comme une tempête de neige. Donc tout est beau, le marché va très bien, fonctionne bien, tout est beau. Ben, le marché américain, naturellement, mais il entraîne tout le monde. Et puis, surtout le marché canadien. Et donc, tout va bien. Monsieur Trump apparemment a beaucoup de succès dans son voyage au Moyen-Orient. Et puis, il décroche apparemment des contrats vraiment importants pour produire des avions et puis tout ça. Enfin, non, tout a l'air de bien aller. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la théorie de la stabilité hégémonique. Ça paraît un peu, mais hégémone, ça veut dire dominant, c'est ça que ça veut dire. Donc, la théorie de la stabilité dominante. Qu'est-ce que ça veut dire au bout d'Ali? Ça veut dire que d'abord, où est-ce que c'est sorti ça? C'est sorti dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle Kindleberger. Et voilà, j'ai son livre ici. Il a écrit un livre fabuleux, qui est un best-seller, naturellement. Et le livre, c'est le monde de la dépression, 1929-1939. Et c'est fabuleux de voir comment ce que c'était ce monde-là qui a porté à la Deuxième Guerre mondiale après avoir terminé la Première Guerre. Finalement, là, ça vient de là, ça vient de ce monsieur Kindleberger, la théorie de la stabilité hégémonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez, qu'est-ce que c'est la théorie de la stabilité hégémonique? Donc, c'est la théorie en relations internationales et économie politique. D'accord, c'est très généreux. Postule qu'un ordre international stable nécessite un acteur dominant, l'hégémone. Et l'hégémone fournit les biens publics mondiaux, la sécurité, le libre-échange, la stabilité monétaire. Ça revient à dire, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire les États-Unis. Donc, l'hégémone, c'est les États-Unis. Donc, origine et auteur clé, c'est donc développé dans les années 70, c'est ce monsieur Kindleberger que je vous dis, qui a écrit ce livre fabuleux, finalement, que je vous ai montré, et que je crois existe dans plusieurs langues, et puis c'est vraiment très bien. Et puis, voilà. Donc, quel est le rôle de l'hégémone? Donc, maintien de la paix et de la sécurité, soutien au système économique mondial, fourniture de règles, normes, institutions. Et les exemples, il dit, c'est les États-Unis après 1945, grâce à l'accord de Bretton Woods, qui avait mis le dollar US comme étant la monnaie dominante. Et puis l'ONU, naturellement, l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, le Fonds monétaire international. Ensuite, le GATT, qui a été remplacé par, je pense, l'Organisation du commerce mondial, et qui était finalement mettre des tarifs, finalement, sur euh, comment régler finalement le commerce mondial et tout ça. Donc ça, c'est le rôle des États-Unis. Les États-Unis ont eu ce rôle-là. Et puis, est-ce qu'ils l'ont toujours? À mon avis, oui. Est-ce qu'il y a des concurrents? Ben, ils voudraient les autres, mais avoir la taille des États-Unis, à mon avis, on ne peut pas le réaliser, pas à court terme, de toute façon. Avantages d'un ordre hégémonique. Quels sont donc les avantages d'avoir ce qui s'appelle la Pax Americana, c'est-à-dire depuis 1945, au moins en Occident, on n'a pas eu de guerre. Et, et aussi, le Japon n'en a pas plus fait, puis finalement, on appelle ça la Pax Americana. Donc, c'est eux l'hégémone. Donc, ça donne une stabilité économique internationale, la réduction des incertitudes dans les échanges, la coopération plus facile entre les États et la prévention des conflits majeurs. Donc, c'est ça, le rôle de l'hégémone. Pourquoi il fait ça? Ben, est-ce qu'il en a un avantage? Oui, bien sûr. Il en a un avantage dans le commerce, il a un avantage dans les traités avec les autres pays, il a enfin plein d'avantages pour. Ça reste à que c'est assez lourd à porter aussi. Par exemple, si vous prenez le dollar US est la devise de base, disons, dans les banques centrales de la planète entière. Aujourd'hui, on peut ajouter l'euro, on peut ajouter quoi d'autre, à part l'euro, peut-être le yen japonais, mais par exemple, la monnaie chinoise, ben, on doute parce qu'elle est manipulée par l'État. Ensuite, le ruble russe, on n'en parle pas. Et donc, finalement, c'est toujours le dollar US. Voilà. Donc, tous les taux de change, imaginez, sont tous basés sur le dollar US. Donc, critique de la théorie, trop centré sur le pouvoir unilatéral, c'est donc les États-Unis.
sous-estime le rôle des institutions multilatérales comme l'ONU et puis tout le reste. Ne s'applique pas toujours. Par exemple, la montée de la Chine. Oui, la montée de la Chine, c'est à voir parce que c'est plutôt dans leur espoir que dans la réalité. Déclin relatif des États-Unis. On peut dire ça dans le sens, pas parce qu'il y a eu déclin, mais c'est parce que les autres deviennent plus gros. Et donc, ça crée une différence moins grande. Vision parfois néo-réaliste et déterministe. Ça veut dire que finalement, avec les États-Unis, ça va bien. Si vous sortez de là, ben, finalement, c'est risqué. Les études de cas, c'est typique. Au 19e siècle, c'était l'hégémonie britannique. Donc, l'Empire britannique, avec le libre-échange, protection des routes maritimes, l'Angleterre a été fabuleuse de ce côté-là. Même on dit que, là, mettons, à un certain moment, en 1860 à peu près, l'Italie, qui était divisée en 13 États différents, finalement, ont eu une sorte de révolution qui a fait en sorte que l'Italie est devenue un pays unitaire. Et donc, il n'y avait plus les 13 États. Même le Vatican n'existait plus, l'Église comme État de l'Église. Mais qui avait favorisé tout ça? C'était la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que les révoltants, les gens qui étaient en révolte, contre que ceux qui voulaient faire finalement l'Italie unie, ben, ils partaient, je crois, de Gênes et puis s'en allaient en Sicile et de la Sicile, ils remontaient. Mais ils étaient juste 1000 personnes. Ils voulaient tout simplement développer l'intérêt pour finalement unir toute l'Italie ensemble et arrêter cette affaire de morcellement en 13 États différents et tout ça. Et qui a protégé finalement ces 1000 de passer de Gênes, aller jusqu'en Sicile? C'est apparemment, c'est les bateaux britanniques. Comme pour dire, on ne touche pas ça, on les laisse faire parce que ça, c'est. Donc, c'est ça l'hégémonie de l'époque. Là, c'était. Ensuite, vous avez l'hégémonie américaine, naturellement, leadership économique et militaire à partir de 1945, avec l'accord de Bretton Woods, entre autres. Donc, l'hégémonie est en déclin. Ben, débat sur le déclin de l'hégémon américain, multipolarité croissante, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et l'Europe unie. Mais, ouais, d'accord, il faut dire ça, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Risque d'instabilité si aucun successeur n'émerge. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un successeur? Euh, c'est à voir. Donc, la conclusion, la stabilité hégémonique aide à comprendre l'ordre international, pertinence historiquement, mais remise en cause dans le monde multipolaire actuel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a par exemple la Chine qui veut jouer le même rôle que les États-Unis, c'est-à-dire tout centré sur eux, finalement, c'est eux qui dominent le monde et puis tout ça. À voir, c'est peut-être un rêve qu'ils ont, nécessite d'être complété par d'autres approches. Oui, ça c'est simplement pour trouver finalement des défauts, pour trouver finalement des raisons pour dire que peut-être les États-Unis ne sont plus l'hégémon de la planète. Mais pour le moment, ils le sont toujours. Donc, les sources de lecture, c'est intéressant, je vous donne ça parce que il y a des livres intéressants. Finalement, le livre de Kindleberger, Le monde en dépression, c'est celui que je vous ai montré. C'est vraiment un très beau livre. Il raconte dans pays par pays, année par année, c'est quoi qui est arrivé et qui a permis, il parle d'une spirale. Enfin, allez voir sur Internet la spirale de monsieur Kindleberger. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bonne journée, bonne fin de journée aussi. Et puis, vive le soleil qui est là. Merci, au revoir.